valeur de co-founder, c'est pas forcément d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de le mettre dans des conditions où en fait lui il va pouvoir se développer, il va pouvoir apprendre. J'aime beaucoup chercher des parallèles entre d'autres métiers et le nôtre, et notamment je pense que la cuisine a pas mal de choses à nous apprendre. Et Thierry Marx il dit un truc qui me parle, il dit dur avec les faits et bienveillant avec les gens. J'ai fait 6 mois au total de pause et 2 mois pour aménager un van. Donc j'ai appris la menuiserie, plein de parallèles à faire avec le dev. Et ensuite 4 mois de surf et trail. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurore Malherbe, qui est ex-CTO de Paddock. En tous les cas, quand on s'est appelé il y a quelques mois, tu l'étais encore, et les mois passant, avant l'enregistrement, aujourd'hui, CTO de Fairly Made. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette invitation, surtout. C'est avec plaisir. Ça a pris quelques mois, effectivement, parce que... Il y a eu un petit tour au Portugal et dans les Alpes entre-temps, en pause professionnelle. T'es parti combien de temps ? J'ai fait 6 mois au total de pause et 2 mois pour aménager un van. Donc j'ai appris la menuiserie, plein de parallèles à faire avec le dev. Et ensuite 4 mois de surf et trail. C'est toi qui as aménagé le van ? Yes, en entier. Bout en bout ? Avec un grand-père sachant. Et tu t'es fait... tu t'es mis ta petite cuisine, tu t'es mis ton lit, qu'est-ce que t'as mis dedans ? Je l'ai fait assez spartiate. Du coup, il y a un lit, un coffre pour les surfs, un meuble globalement pour le bazar avec une petite tablette pour quand même poser un ordi, un meuble de cuisine, mais juste pour le garde-manger. Et après, cuisine... douche, c'est ce bon vieux Décathlon, un réchaud, une douche solaire, et ça a fonctionné pendant 4 mois. J'étais assez étonnée, mais ça fonctionne bien en fait. C'est top. Ouais. Top. Et t'es parti donc surfer au Portugal. Surfer au Portugal, on n'a pas eu beaucoup de bonnes vagues, donc on a profité de la mer. Et puis randonner dans les Jura et les Alpes, et ça c'était très très sympa. Est-ce que t'as tenté la vague de Nazaré ? Non. Et de toute façon, en fait, la grosse vague de Nazaré, c'est en octobre. Donc, j'aurais pu aller surfer à Nazaré, dire j'ai surfé à Nazaré, mais j'aurais quand même surfé une vague d'1,50 m. Donc, moins impressionnant que les grosses houles. Je savais pas que c'était qu'il y avait une époque particulière pour les vagues de Nazaré comme ça. Je crois que c'est octobre. En le disant, mais en tout cas, c'est l'hiver. C'est vraiment pas été. Donc, je dirais quelque part entre octobre et février, les grosses vagues de Nazaré. Ok. Bon bah top, t'es partie toute seule ou ? Non, je suis partie avec mon copain. Ok. Bon bah c'est super ça. Donc la recharge de batterie avant une nouvelle aventure. Tout à fait. Et je pense que c'était assez, j'allais dire salutaire. Non, c'était pas salutaire, mais ça faisait du bien, et notamment fin du mois de juillet, on se disait ce sera quand même sympa de retourner au boulot en septembre. Donc je me dis que c'est une pause réussie. Quand tu as envie de revenir et de repartir, c'est que la pause a fait du bien, mais qu'elle a fait son temps aussi. Et alors du coup, si on fait un petit comeback, yes. Avant la pause, quoi, finalement, avant que tu la déclenches et que tu en aies besoin, voilà, est-ce que tu peux revenir sur... tu as une principale étape dans ton parcours qui se découpe en plusieurs étapes, mais... Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Ouais, alors je vais reprendre 7-8 ans en arrière si ça te va. Allons-y. En fait, non, je vais reprendre même plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un père qui est administrateur de base de données. Et donc, quand j'étais jeune, moi, je voyais mon père faire des nuits blanches parce qu'il y avait... Un problème de prod ? Un problème de prod, par exemple. Alors, à cette époque-là, je savais pas ce que c'était. Juste, j'avais compris qu'il n'était pas là à dîner et qu'il ne reviendrait pas tant que le problème n'était pas réparé. Et donc en fait pendant longtemps je me suis dit mais je vais jamais faire d'informatique, ça marche jamais, ça bug tout le temps, ça a l'air compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis assez têtue. J'ai 2 grands-pères qui sont très têtus, j'y ai pas échappé. Donc j'ai fait des études plutôt généralistes d'ingénieur sciences parce que j'aimais bien ça, mais tout en me disant je ferai jamais d'informatique. Et puis au milieu d'école d'ingénieur, il faut faire des stages, donc je fais des stages plutôt en énergie. En l'occurrence, il y a une autre qualité que j'ai pas, c'est la patience. Donc je fais des stages en énergie et là je comprends qu'en fait
le projet qui est le plus rapide en énergie à cette époque-là. Enfin, je ne prétends pas connaître tout le monde de l'énergie, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'une éolienne, ça met 7 ans à développer et c'est très rapide pour ce domaine. Et moi, je me dis, waouh, ça va pas le faire parce que moi, je trouve ça pas très rapide. Et donc là, je me dis, mon Aurore, écoute, t'as 22 ans, il est peut-être temps d'arrêter d'être têtu. Et en fait, il y a quand même un truc qui a l'air rapide dans ce monde et qui a l'air d'avoir de l'impact et in fine, qui a l'air assez sympa en termes de logique et de réflexion, c'est l'informatique. Donc, je me suis mise à coder sur mon temps libre. J'étais en stage à ce moment-là. Donc, j'ai appelé mon père qui m'a dit va sur le site du Zéro. Donc, c'est là où on voit que je suis pas toute jeune parce que ce n'était pas encore Open Classroom. Donc, je vais sur le site du Zéro et puis je suis des cours de Symfony. Alors, franchement, mon code, il était acheté à la poubelle, mais ça a eu le mérite de me mettre au développement et de me dire, en fait, c'est quand même sympa d'écrire une ligne de code et sur ton autre fenêtre, de voir le résultat de ce que tu es en train de coder. Et tu faisais tu faisais un petit projet qui était en rapport, qui apportait de la valeur à ton stage ou rien à voir? Alors, rien du tout, rien à voir, je refaisais un truc vraiment pas pragmatique. Maintenant, je prendrais un Google Sheet et je l'automatiserais bien, mais je faisais une application pour un pote de mon père qui était menuisier, pour qu'il gère ses devis, factures, commandes, etc. La menuiserie, on y revient en fait. Oui, il y a quelques choses qui reviennent effectivement régulièrement dans mon parcours, mais je pense que ils étaient sympas, ils avaient envie de jouer le jeu. Je pense qu'ils me trouvaient mignonne, on va dire, avec ces idées de faire du code. Mais moi, ça me donnait un vrai projet qui n'est jamais sorti en prod. Enfin, techniquement, si, parce que je codais sur le serveur de prod. Mais par contre, il n'a jamais été utilisé. Et heureusement, parce que je pense que ça leur aurait fait perdre plus de temps qu'autre chose. Bon, donc c'était un code qui était à chier. Ouais, mais qui a eu le mérite de me mettre le pied dans l'étrier, ouais. Exactement. Et donc, du coup, je suis revenue 3e année d'école généraliste. Donc là, je me suis dit, bon, il va falloir rattraper pas mal d'années de non-geekerie. Et donc, je prends la filière informatique. Et là, je découvre une société qui s'appelle Théodo. Donc, Théodo, BAM, Paddock, on est tous un peu liés. On fait même partie du même groupe qui, d'ailleurs... Paddock aujourd'hui s'appelle Théodo Cloud et BAM aujourd'hui s'appelle Théodo Apps. Donc, oui, j'ai suivi qu'il y a eu des petits renommages. C'est vrai que d'un point de vue client, c'est pas hyper clair, quoi. BAM, Paddock, Sipios, vous connaissez tous. Oui, mais alors on n'a pas les mêmes noms. Donc l'idée c'était d'apporter un peu de clarté quand même pour nos clients. Alors vous allez voir, je vais dire nous, indifféremment pour Paddock et Fairly Made. Je suis encore dans une phase de transition, mais donc là, nous étant Paddock. Et donc je découvre Théodo. Qui a 2 promesses à l'époque. La première, c'est que ils vont vraiment te former techniquement et te faire devenir très bon, ce qui m'a été assez essentiel, ou tout du moins bon. Et deuxième promesse, c'est que tu resteras face client. Donc Théodo, c'est une entreprise c'est une ESN qui n'a rien d'une ESN dans son mindset, mais c'est une société de service. Et l'idée, c'était de se dire, ok, les développeurs vont être face client, vont avoir leur mot à dire sur le produit, vont être aussi responsables vis-à-vis de leurs clients de la qualité des mises en prod, etc. On va pas les mettre d'un côté, un chef de projet entre les deux, et puis voilà. Donc moi, ça me parlait bien parce que j'aime bien avoir mon siège à la table quand même, on va pas se mentir. Et donc j'ai rejoint Théodo. Il s'avère que les 2 promesses ont été tenues, très bien tenues. Et j'en ai découvert une autre qui... Je pense que je ne l'avais pas bien compris dans le process de recrutement, mais il y a un système de coaching qui était incroyable. Et donc, c'est vraiment, tu avais quelqu'un qui était là pour t'aider à te développer sur tes forces, pallier tes faiblesses, arriver à un niveau acceptable. Et moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que j'aime bien faire des conférences, j'aime bien parler en public. Je pense que c'est une manière pour moi aussi de me dire, ok, en fait, j'ai compris ce sujet-là parce que je suis capable de le restituer. Et donc, j'en avais parlé à mon coach à l'époque. Et 1 an et demi après mon arrivée chez Théodo, je faisais une conférence au DevOps Rex. Donc, c'était dans la salle du Grand Rex devant 900 personnes. Et on racontait avec... c'était incroyable. T'avais pas fait de conf avant ? On avait fait un meet-up. Donc, j'étais avec Pauline qui était DevOps à cette époque. Moi, j'étais Dev. Et on racontait justement toute la démarche DevOps qu'on avait mis en place chez notre client commun. On n'était même pas dans la même société. Et on avait fait cette conférence-là, un meet-up, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça devait être DevOps quelque chose. Et en fait, il y a Jonathan, le fondateur de la conf DevOps Rex, qui était venu nous voir à la fin, qui nous avait dit « Vous voulez pas le faire au Grand Rex ?» Donc nous, on était là « Oui, non, je sais pas, peut-être. » Ça fait quand même beaucoup de gens. C'était génial comme expérience. En plus, on était accompagné par
On avait un coach de prise de parole en public, donc ça donne quelques tips assez Tu te rappelles assez quoi de sympas. des bons tips pour les prises de parole? Alors moi j'en ai deux, c'est trois. Le premier, c'est qu'on a toujours tendance, quand on est stressé, à bouger sur scène. Et en fait, c'est pas agréable de voir quelqu'un qui fait une conférence et qui est en train de faire des allers-retours sur la scène pour rester sur ses deux pieds et que tout mouvement doit servir ton discours. Et c'est vrai que je trouve que maintenant je le remarque, les gens qui marchent sur scène, ça, je le remarque. Et après, il nous a surtout donné des conseils pour le stress. Et notamment un qui était avant de rentrer en scène, t'imagines que t'as de la boue sur ton corps et tu te frottes par exemple les bras, le cou pour enlever la boue, mais comme si elle tenait. Et en fait, ça te déstresse parce que ça te focus sur quelque chose, ça te reconnecte à toi, toi-même, et t'es pas en train de t'imaginer devant 900 personnes. Ça marche ça? Franchement, ça marche bien. Ouais. Et, Ok. et dernier conseil, celui-là, je sais pas si je l'ai utilisé, mais c'était par exemple, avant un entretien, enfin un moment stressant. Alors, il disait tu vas dans les toilettes, c'est parce que c'est un peu bizarre de faire ça en public, mais c'est tu lèves les bras, t'écartes les jambes, enfin tu te mets en position un peu Superman, c'est ce qu'il disait, et comme ça tu te sens, enfin tu mets ton corps dans une position où tu prends de la place, où t'as ta place, et ça t'aide à déstresser. Moi, je crois que je l'ai jamais utilisé, mais je l'ai déjà donné. Et on m'a déjà dit que c'était un bon conseil. Donc, Ok, tu ne t'es pas isolé dans les toilettes non. Par contre, à imiter Superman, quoi. moi, je fais la technique de la boue. Si tu me vois en train de me frotter les bras et le cou, c'est que je suis un peu stressée. Voilà. Ok, alors cette conf, ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est super bien passé. On en a fait d'autres après. On était allé à Nantes, à Lyon faire cette conf, donc c'était vraiment top. Et puis ça m'a lancé sur d'autres confs. Et après, j'ai un petit lien avec le DevOps Rex parce qu'en fait, les années suivantes, j'étais MC du DevOps Rex. Donc je faisais plus de conf, mais par contre, c'est moi qui annonçais les speakers, qui géraient les imprévus. Il n'y a jamais eu d'imprévu, donc je le dis, ça fait stylé, mais en vrai, tout s'est toujours très bien déroulé. Mais ouais, non, c'est sympa. Ok, alors du coup, j'imagine ce genre de choses, enfin, quand t'es speaker à un event, puis un autre et autres, c'est quelque chose, tu t'es mis dans une dynamique réseau aussi, peut-être? Pas- C'est quelque chose d'important, le réseau, Ouais, dans le milieu? je l'ai compris honnêtement plus tard, plutôt quand on en reparlera, mais donc quand j'ai monté Paddock. Mais c'est sûr que les conférences, ça m'a aidé à m'ouvrir, à rencontrer des gens, à aussi avoir un peu de crédibilité par rapport à ce que j'ai potentiellement à raconter et à apporter à quelqu'un. Mais le réseau, je pense que ça m'a énormément aidé chez Paddock, d'avoir tout type de CTO, plus âgés ou non, mais en fait qui vivent des galères, les mêmes galères que toi, et avec qui soit ils ont des conseils, soit ils réfléchissent avec toi. Et puis là, je le vois en prise de poste, c'est hyper intéressant aussi, une semaine avant d'arriver, de te dire, bon, qui est partant pour un café pour me raconter sa prise de poste. Et tu vois, avant d'arriver chez Fairly Made, j'ai eu 3 cafés avec trois personnes différentes qui me disent bon bah voilà, moi les erreurs que j'ai faites c'était celle-là, les trucs à faire c'est ça. Et en fait c'est ce qui est assez intéressant, c'est que souvent sur une demi-heure tu vas avoir 10 conseils, il y en a 9 tu te dis bon je l'aurais fait, mais c'est le 10e qui compte, et c'est l'assurance que te donnent les 9 autres de te dire ok je suis pas à côté de la plaque, et en fait ça va le faire, et pour l'instant ça le fait. Donc ouais, clairement je ne peux que encourager toute personne à développer son réseau, et c'est important de trouver son bon réseau. Et moi, par exemple, j'ai plutôt un profil manager tech que expert tech. Donc mon réseau, ça va être un réseau de managers et qui va aussi m'aider, par exemple, si mes équipes ont un problème tech hyper précis. En fait, je vais pouvoir demander de l'aide dans ce réseau-là. C'est pas ce réseau-là qui va m'aider directement, mais ils vont me rediriger vers d'autres personnes. Et c'est important de trouver un réseau où tu as envie d'aller aux événements, où tu as cultiver son réseau pour cultiver son réseau. Si c'est une plaie, je pense que ça n'amènera jamais rien. Plaisir de voir les gens, plaisir d'échanger. Ouais. Sinon, c'est mort, quoi. Exactement. Je pense que sinon, ça se voit que c'est finalement pour toi un fardeau, et t'as pas envie d'aider des gens qui n'ont pas envie d'être là non plus, quoi. Ok. Bon, alors du coup, les promesses étaient tenues. Donc les promesses étaient tenues, donc je reste après mon stage de fin d'études. Et puis à cette occasion, pendant ma vie chez Théodo, j'ai l'occasion de partir chez BAM. Donc c'est là où je rencontre Marek, donc CTO à l'époque. Donc BAM qui fait du mobile. Et c'est assez marrant parce que ce que je raconte souvent, c'est que moi, a priori, le mobile, ça m'intéressait moins. Je suis plus
intéressée par les sujets back-end et consorts. Et donc, en fait, je pensais faire une incursion chez BAM et revenir chez Théodo pour revenir sur du web. Et en fait, mon incursion chez BAM, elle a duré 1 an et demi. Ah ouais, quand même. J'ai décidé de rester chez BAM parce que il y a 2 raisons. Il y a une raison pro, une raison moins pro. Je vais commencer par la raison moins pro, mais qui est, je pense, importante, c'est qu'en fait, j'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais très très bien, donc des vrais amis qui deviennent... Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est plus des collègues et c'est des amis. Et je pense que ça compte aussi quand l'ambiance est très sympa, t'as encore plus envie d'aller au boulot. Mais la deuxième raison, c'est qu'en fait, j'ai eu l'occasion là-bas de bosser avec des tech leads qui étaient... hyper à cheval sur la qualité, mais dans la formation. Et donc en fait, je me disais, ok, tous les jours, même si je suis en train de coder en React Native, et c'est moins mon truc, en fait, je suis tellement en train d'apprendre sur la relecture de code, la CI/CD, les bonnes pratiques et consorts, qu'en fait, finalement, la techno, je m'en fiche un peu. Je progresse vraiment en tant que dev, et c'est vraiment ça. Marotte de Marek, on en parlait, la qualité. Le lean, ouais. Le lean. Mais pour le coup, je pense que c'est une des choses qui m'a convaincu de rester chez BAM. Et puis en plus, petite boîte à l'époque, plus petite que Théodo, donc aussi plus facile de proposer des choses, des innovations. Donc c'est sympa. Moi, ma marotte à l'époque, c'était d'aider les gens à faire des conférences. Donc la boucle est bouclée. Mais... Ok, donc t'étais un peu le mentor pour ceux qui veulent sortir de leur zone de confort et aller proposer des sujets, quoi. Comment tu oses, comment tu réponds à un CFP, comment t'es pris. Alors du coup, c'est quoi tes tips pour bien répondre pour qu'un CFP soit attractif, parce que c'est court, hein. Ouais, alors je sais pas si j'ai la recette magique, et puis je pense qu'on pourra parler d'être une femme dans la tech aussi, c'est peut-être le bon moment. Moi, j'ai deux trucs très clairs quand je réponds à un CFP, c'est que mon paragraphe, même s'il fait 6 lignes, faut que ce soit une histoire, faut que tu te sentes emmené, que tu comprennes que ça va être sympa, ça va pas être des slides un peu rébarbatifs avec des concepts, ludique, voilà, faut qu'il y ait moi je sais que j'aime bien commencer par mes talks par une histoire qui a rien à voir. Et par exemple, à un moment je faisais une formation où je recodais Redux, et en fait mon premier slide c'était un vélo cassé dans un fossé, et je racontais l'histoire de quand j'étais petite, je faisais une course avec mon cousin de vélo, et puis en fait moi je savais pas comment ça marchait, les plateaux, les pignons, les vitesses et consorts. Et donc il m'a battu parce qu'en fait moi j'étais sur le grand plateau en pleine montée, donc j'arrivais pas à pousser, donc je m'étais énervée et j'avais jeté mon vélo dans le fossé. Rien de tout ça est vrai, mais on s'en fiche. L'idée étant de ah mince, je pense qu'il y en a qui l'ont cru. Non, je le disais à la fin quand même. Et donc je racontais qu'en fait c'était important de comprendre les outils que tu utilisais, de comment ils fonctionnent, comment ça marche pour bien les utiliser, et derrière pouvoir gagner une compète, ou juste être... juste pas galérer sur ton vélo en montée. Et donc ensuite j'explique, ça me permettait d'amener sur pourquoi c'est intéressant de savoir comment Redux ça fonctionne. Et en fait ça, je pense qu'il faut que ça se ressente dans le CFP. Et puis deuxième truc, c'est que moi je dis toujours, mais en fait avec quoi, quand tu lis ça, il faut que tu dises avec quoi ton auditeur il va repartir, c'est quoi les sujets, les tips que tu vas lui donner. Et c'est souvent une petite phrase de conclusion à la fin, mais de montrer que t'es pas là juste parce que ça te fait kiffer de parler en public, mais parce qu'en fait tu penses que tu as quelque chose à apporter à ton auditeur. Tu crées la conf avant le CFP, ou tu crées le CFP et... Tu crées le CFP, et si la conf est prise, tu fais le boulot, quoi. Ouais. Et moi, il y a plein de confs qui sont restés à l'état de CFP, hein. J'ai plein d'idées, mais aujourd'hui, elles sont pas... C'est quoi ton ratio à peu près? Tu présentes quoi? 10 sujets, il y en a un qui est retenu? Souvent, non, j'en fais 2-3. Parce qu'après, 10 sujets... je pense qu'on n'a pas non plus 10 sujets sur lesquels tu as un truc très intéressant à raconter. Ouais. Donc, non, généralement, c'est 2-3. Puis moi, j'ai des marottes, j'ai fait des confs plusieurs fois. Il y a un moment, c'était DevOps, après, c'était les femmes dans la tech, après, c'était le DevX, et après, c'était la qualité et un framework de qualité. Donc, en ce moment, il n'y en a pas. En ce moment, je suis en stand-by. T'as pas de marotte? J'en ai pas mal. J'ai pas encore décidé laquelle allait être la mienne. Ok. Et un CFP, tu le bosses combien de temps? Parce que tu vois, c'est un paragraphe, c'est 6 lignes, mais du coup, au final, pour dire ok. Moi, je t'avoue que je pense que maintenant, je mets
grand max 20 minutes sur un Ok. CFP, mais aussi parce que j'en ai fait beaucoup, mais tu passes 1 heure et demie, je pense. Ok, Max. Donc, ok. et après, les meet-ups sont un super tremplin. Enfin, moi, j'ai commencé en allant faire des meet-ups et effectivement, tu as des gens qui sont intéressés par ton sujet qui viennent et c'est aussi comme ça que tu te fais connaître. Oui, t'es plus facilement choisi quand t'as déjà speaké et que tu peux t'as une petite reconnaissance sur le sujet, quoi. Exactement. Exactement. Mais je te disais, c'est peut-être le moment de parler des femmes dans la tech. Moi, Bah ouais. je pense aussi, et je le dis, et je n'ai pas à en rougir, je pense qu'être une femme dans la tech, ça aide aussi à être prise en conférence, parce qu'il y a une vraie volonté de mixité. Et je pense que j'ai mis du temps à l'accepter en me disant, bah du coup, mes CFP étaient peut-être moins bien que les autres, mais j'étais prise parce que j'étais une femme dans la tech. En fait, le fait que je sois très à l'aise avec ça, c'est que je me dis oui, mais par contre... on m'a jamais dit qu'une conférence n'était pas au niveau. Et donc en fait, je me disais, bah, je suis prise, mais la conférence que je vais faire derrière, elle va vraiment être pertinente, sympa. Et donc c'était plutôt... Enfin, voilà. Au début, t'es là parce que t'es une femme, et à la fin, t'es là parce que t'as un truc Parce que intéressant ouais. à raconter. Ok, donc ça t'a aidé en première intention, tu penses? D'être une femme dans les tech, alors on pourrait en parler, longuement. Je pense que ça m'a aidé sur certains points à être visible en conférence. Dans les réseaux aussi, c'est quand tu as 20 personnes et qu'en fait t'es 2 femmes CTO, c'est plus facile de retenir les 2 femmes CTO que les 20 personnes. Donc je pense que ça m'a aidé, en tout cas, oui, si, je pense que ça m'a aidé. Après, il y a d'autres champs où ça m'a desservi. Et tu vois, je me souviendrai toujours de Marek qui me propose de passer tech lead, et puis je lui dis bah non, j'ai pas le niveau en fait, donc je vais pas passer tech lead. Je vais pas passer tech lead. Je pense qu'en fait j'étais largement capable de passer tech lead, mais moi j'avais décidé Est-ce que c'est ce qui t'a répondu ou pas? Non, non, et je peux pas le blâmer parce que je pense que tu vois, c'était quand même il y a 6 ans, je pense, 5 ans. Et je pense qu'à l'époque, on savait qu'il y avait un sujet de mixité dans la tech, on savait pas encore comment l'adresser. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de clés en tant que manager pour comprendre pas mal de choses. Et donc, je pense qu'il s'est retrouvé un peu démuni quoi, face à moi qui lui dit non. Et bon, il est revenu à la charge 6 mois après, hein, donc je suis pas non plus, j'ai pas été placardisée, voilà. Et là, j'ai dit oui. Mais tu vois, c'est un mécanisme que j'ai vu. Moi, j'avais des femmes dans mon équipe chez Paddock. J'ai vu. Et tu dis non parce que t'es vraiment convaincu que t'as pas le niveau, ou c'est Ah ouais, syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est le syndrome de l'imposteur. T'es convaincu que les gens sont meilleurs que toi et que ça va mal se passer si toi tu passes dans cette position. Et enfin, le syndrome de l'imposteur, je pense que, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est des généralités. Donc en fait, il y a des femmes qui vont pas s'y retrouver, il y a des femmes qui vont pas s'y retrouver. Moi, j'ai aussi une fois, je faisais une conférence, enfin, je faisais pas mal de conférences sur ce sujet-là, et j'ai un homme qui est venu me voir et qui m'a dit, mais en fait, je crois que je suis une femme parce que tout ce que tu dis, je le vis. Donc, ça marche sur 90% de la population. Enfin, le chiffre est pas contractuel. Je suis pas en train de dire que j'ai la vérité, mais ceci étant dit, je pense que le syndrome de l'imposteur est un sujet plus présent chez les femmes que chez les hommes, et que moi j'ai compris qu'il allait jamais disparaître. Par contre, il fait des vagues en fait. Il y a des moments où il est hyper présent. Il faut se dire ok, t'es là. Pourquoi t'es là? Parce que tu prends un nouveau rôle, parce que tu te lances dans un nouveau sujet. Tu lui parles à ton syndrome de l'imposteur, toi? Alors j'irai peut-être pas jusque là, mais je me parle à moi-même. Tu vois, je me dis bon, aujourd'hui il est là, t'arrives pas à l'enlever, fais avec, mais tu sais qu'en fait à un moment, il va se calmer, il ne sera plus là parce que tu te rendras bien compte que en fait, tu fais le job et ça avance, et ton équipe elle réussit et ta boîte elle grandit. Donc, tu vois, moi je me souviens au début, je me disais toujours 3 premières années de Paddock, je me disais on va se planter. Au bout de 3 ans, quand tu fais 6 millions de chiffre d'affaires, tu te dis bon, là, même si on se plante, à la limite, c'était quand même une réussite avant, donc on va se le dire, ça va faire du bien, et c'est comme ça que tu le combats. Voilà. Eh ben, on peut peut-être amener sur quand tu montes Paddock. Ouais. Comment ça se
Comment ça démarre Yes, bah, Qui propose tout ça? Je monte Paddock avec mon associé donc, de l'époque, Clément David, mais qui à ce jour est la seule personne à qui j'étais associée, donc ça reste mon associé. Donc Clément était directeur commercial chez BAM. Et en fait, à cette époque-là, donc dans le groupe CO2, on lançait 2 boîtes par an, soit sur des verticales techniques, donc mobile, data, DevOps, enfin cloud et DevOps, soit sur des verticales métiers, donc finance, santé, soit sur des verticales géographiques. Donc nous, par exemple, la même année que nous, on a lancé les US. Et donc il y avait un appel à candidature, et puis un jour, Clément vient me voir et me dit franchement, je suis sûr qu'on ferait un super binôme, qu'on bosserait hyper bien ensemble. Et il y a ce sujet, le DevOps, marché énorme, viens, on fait quelque chose. Syndrome de l'imposteur, on y revient. Moi, je lui dis, bah, c'est sympa, mais le DevOps, j'en ai jamais fait. Donc là, je fais du mobile en ce moment. Pas sûr que je sois la bonne personne. Il y a un truc, c'est que Clément, quand il a une idée en tête, c'est un peu un Rottweiler, tu vois. Il t'a pris le mollet, il va pas le lâcher. Donc il me dit, mais si. Et en fait, on commence. Moi, je me dis, bon, t'as rien à perdre. On commence à bosser sur un business plan. Ce serait quoi nos technophares? Enfin, voilà, comment on adresserait ce sujet du DevOps en tant que ESN, the new way, on va dire. Et puis donc on démarre, on passe, du coup on fait des, je sais pas si c'est des pitchs, mais on fait des soutenances devant les fondateurs du groupe, les investisseurs du groupe à ce moment-là. Puis en fait il s'avère qu'à un moment c'est nous. Donc là je me dis ah ouais ok, donc maintenant c'est parti en fait. Tu t'étais dit bon vas-y t'as rien à perdre en fait, au pire dans un mois bah t'es toujours tech lead chez BAM et voilà. Et puis en fait, non, tu te dis, ah bah non, là c'est parti, et dans 3 mois, en fait, là je dois poser ma démission parce que dans 3 mois, je lance cette boîte dans ce groupe-là. Je pense que là, la clé, c'est de pas trop réfléchir et de rester en mouvement. De dire, ok, bon, en fait, j'arrêtais pas de me dire, au pire, si ça marche pas, ça marche pas. Hein, et pareil, je pourrais toujours revenir chez BAM, potentiellement, chez Théodo. Ouais. Est-ce que c'est une question. Alors, tu vois, tu peux te dire au démarrage, au pire, si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Est-ce que 3 ans ou 4 ans plus tard, se mettre dans une position de merde, et si ça plantait maintenant, est-ce que ça serait pas grave? Ou est-ce que ça serait grave quand même? C'est hyper différent. En fait, tout change à partir du moment. Et tu vois, il y a quelque chose qui est déjà là, quoi. Où tu as des clients et où tu as des employés. Et je suis pas maman, mais de ce que me raconte ma propre maman, j'ai quand même le sentiment, il y a un moment où il y a des gens qui arrivent, tu dois leur trouver des projets intéressants, et en fait t'as plus le temps d'avoir peur pour toi, etc. Ouais. C'est ok, ben maintenant on y va en fait, parce que ces gens-là ils t'ont cru. Enfin, quand on a recruté Johan, le premier, je crois qu'on n'avait pas de nom, on s'appelait même pas Paddock, donc on lui pitchait une boîte mais avec un nom de code. Mais je me souviens en entretien, plus je lui disais bah ça va être la jungle, mais viens, ça va être marrant, plus je voyais les étoiles s'allumer dans les yeux. Et donc tu te dis, lui il m'a fait confiance, il y croit, donc quelque part tu te poses plus de questions en fait. T'as pas, tu vois, 3 ans après tu te dis pas, quand je me disais chaque année je me disais on va se planter, c'était plus mon syndrome de l'imposteur qui se disait ça, mais en fait au quotidien tu t'avances quoi. Tu vas chercher des clients, tu vas chercher des projets, tu réfléchis sur quelle techno former les gens, et c'est ça qui marche quoi. Mais t'as vraiment un début où t'es à 2 et t'es un peu là, bon là j'ai finalement pas mal de temps pour réfléchir à plein de trucs. Une fois que t'es lancé, t'es en train de conduire quoi, t'es pas en train de regarder la carte, enfin tu devrais un peu regarder la carte de temps en temps, mais enfin bref, je vais arrêter cette métaphore, elle a pas de sens. C'est pas grave. Et on va pas couper parce que ça arrive, les métaphores qui n'ont pas de sens. Et donc du coup on se lance là-dessus. Moi j'ai une conviction à l'époque, c'était en 2018, qu'il fallait qu'on soit des experts cubes, parce qu'il n'y en avait pas encore en France, et que c'était quand même relativement nouveau. Enfin, aujourd'hui on parle de cube, c'est mainstream. Puis c'était un pari qu'on pouvait sentir gagnant quoi, déjà oui, en 2018. J'avais pas inventé l'eau chaude non plus, j'avais utilisé mon réseau. Je m'étais bien renseigné, bien entouré, à la fois avec des gens très très techniques et à la fois avec tu vois, des clients, gros groupes, scale-up, etc. Et donc on était parti bien en tête là-dessus. Et pour le coup ça a marché, je pense que ça a apporté notre croissance pendant quasiment les 3 premières années de Paddock. Et ça a apporté votre croissance, vous êtes positionné sur d'autres sujets? En fait, on avait un
nous, on t'amenait une équipe experte en cloud, experte en cube. Donc, globalement, au début, on a fait énormément de projets de migration. Donc, on te migrait. T'es move to cloud, quoi. Soit sur le cloud, soit tu étais déjà sur le cloud et tu voulais passer sur Changer cube. ok. C'était globalement les deux types de projets. Et après, on avait quelques missions d'expertise pointue. Tu vois, par exemple, on avait travaillé à un moment avec une solution de vérification d'identité. Ils avaient des gros sujets de perf. Donc là, c'était tu sais pas ce que tu vas faire, mais t'as 4 semaines et il faut que tu améliores les performances. Et puis, petit à petit, on s'est aussi positionné sur des sujets plus je veux dire de maintenance. Ça a mauvaise presse, ce mot-là, mais en fait, comment t'as une entreprise qui a un énorme parc d'infra et comment tu l'aides à bien maintenir tout ça. On a lancé la cellule, le pôle infogérance. Donc en fait, je sais plus bien quand est-ce qu'on l'a lancé, mais je dirais 3-4 ans après le début de Paddock, on s'est dit en fait aujourd'hui on migre nos clients, on les accompagne, mais on joue un peu au poker avec leurs jetons, parce que finalement, si ça plante derrière, c'est pas nous qui nous réveillons la nuit. Donc on s'est dit, on va passer l'étape de on se réveille la nuit si ça plante chez nos clients. Donc tu vois, on est passé de projet one shot à on aide nos clients vraiment sur du plus long terme. Et puis à la fin, on a lancé un pôle de cyber aussi, qui sont quand même des sujets hyper différents, liés. Ouais. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Donc ça a été un peu les trois gros axes. Les trois gros sujets, quoi. Ouais, ok. de Paddock en termes de développement. Tu t'es pris des... c'est quoi les murs, les difficultés qu'il y a? Il y en a plein. Je pense que le premier mur, je me le suis pas tellement pris parce qu'en fait, en fait, à la fois, je me le suis pris de pleine face et à la fois, c'était très bien. C'est que, je te le disais, donc moi, je faisais du mobile avant qu'on monte Paddock. Ouais. Et du coup, T'as pas l'expertise technique sur le sujet que tu lançais, quoi. Tu vois, moi, je pense que j'apprends vite, mais il y a un moment dans le monde du cloud et du DevOps, tant que t'as pas fait de la prod, t'as pas fait de la prod. Enfin, ça va pas s'apprendre dans un bouquin, sur un webinaire, etc. Et donc, en fait, le premier mur qu'on aurait pu se prendre, c'est le mur d'expertise, justement. C'est bien de se dire, il faut être expert sur Cube, mais comment tu le deviens? Et je pense que le truc où je me suis fait violence au début, c'est va recruter des gens qui sont vraiment plus forts que toi techniquement. Tu vois, on parlait de syndrome de l'imposteur, mais à ce moment-là, tu l'as puissance 10 000. Parce que moi, je me souviens, je passais un entretien avec Rémi, qui était un de nos premiers ingés expérimentés. J'avais conçu un entretien, c'était du debugging de Docker. Je comprenais rien à ce qu'il faisait. Il était sur mon ordi, moi je me disais, mais je ne connais pas ses commandes, donc ça a l'air de marcher. On est arrivé au bout à la fin. Et du coup, il y a des moments où tu te dis, mais en fait, pourquoi il nous rejoint? Parce que je vais rien lui apprendre, moi, techniquement. Et c'est là où tu te rends compte que ton rôle de CTO, de manager, de co-founder, c'est pas forcément d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de le mettre dans des conditions où, en fait, lui, il va pouvoir se développer, il va pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur des technos où, en fait, t'auras jamais, pour chaque personne dans ta boîte, quelqu'un de plus fort que lui sur tous les sujets qui va tu vas mentorer et porter. Et donc, tu as un sujet de comment je trouve des défis qui sont techniquement intéressants et comment je donne de la place à l'apprentissage, comment j'épaule aussi. Enfin, nous, ça nous est arrivé de prendre des experts sur quelques missions pour les faire avec nous. Comme ça, on montait en compétences. Mais ça a été un de mes premiers murs / premiers apprentissages qui sont ton rôle quand tu construis une équipe, c'est d'avoir les bonnes compétences au bon endroit, c'est pas d'être le meilleur dans tout. Alors ça peut paraître un peu banal, mais moi à cette époque-là, ça m'a pris quand même quelques mois pour m'en rendre compte. Et après, je pense que le deuxième mur, il est arrivé, je dirais, quand on était à peu près 30-35 personnes dans la boîte, 20 à l'équipe tech, où en fait, t'es au four et au moulin, et moi j'avais vraiment l'impression que j'étais stretchée, mais dans tous les sens, et comment tu mets des bonnes couches de management sans en mettre trop, mais assez tôt pour que... En fait, quand toi, t'es au four et au moulin, c'est aussi une énergie, une dynamique que tu transmets à tes équipes et ça dure pas dans le temps. Toi, tu finis par craquer, je pense, à un moment, mais du coup, tes équipes aussi, parce qu'elles t'ont vu faire ça, donc elles te disent, ok, en fait, c'est ça que je dois faire, je dois tout régler. Et ça, je pense que c'était la période compliquée avant que tu te structures, et en plus, t'es constamment dans le day-to-day de l'équipe et tu prends plus de recul pour te dire attends, sur quoi on doit ça bosser. T'as réussi à le faire du coup
d'arrêter d'éteindre les incendies et de créer les conditions qui font qu'ils se déclenchent pas, quoi. Et de ne pas être sur tous les sujets à la fois. Je sais pas si j'y ai bien réussi. Je pense que c'est dur de se dire qu'on le réussit complètement. Mais effectivement, à un moment, je me suis dit, bon, en fait, mais c'est vraiment parce qu'on avait ce terme de pompier. À un moment, je sais pas, c'était c'est qui tes prochains pompiers? Parce que là, t'es la seule et t'es en train de... Enfin, voilà, ça ne fonctionne pas. Je sais pas si j'ai complètement réussi, mais en tout cas, on s'est bien amélioré. Et tu vois, le premier truc que j'ai fait, c'est tu te dis, bon, bah, mes 2 prochains pompiers, c'est... en l'occurrence, c'était Johan et Manu. Donc, on va pas les appeler X et Y, on va les appeler Johan et Manu. Et du coup, bah, tu les prends avec toi. Tu vois, moi, je disais, bah, tu viens dans mon sac à dos. Tu vas voir, on avait, je sais pas, tu vois, un projet qui dévisse pour X ou Y raison. Bah, tu viens avec moi. Tu regardes ce que je fais, les questions que je me pose, les réflexions que j'ai, les conversations que j'ai avec l'équipe, le client. Et en fait, la prochaine fois, c'est toi qui le fais. Et moi, je te regarde. Et puis, la fois suivante, bah, t'y vas. Et puis, tu me demandes de l'aide quand on a besoin. Mais donc, je dirais pas que j'ai réussi totalement. Après, je pense aussi que c'est ma nature. J'aime bien être. Un peu partout. Je sais pas si j'aime bien être un peu partout, mais être dans le mouvement, l'action, l'adrénaline quoi. de l'incident, tu vois. Moi, je me dis souvent, si j'avais pas été dans la tech, j'aurais bien aimé organiser des grands événements sportifs. C'est quelque chose que je faisais dans une moindre mesure à l'école. Et en fait, j'aime bien ça parce que t'as des galères. Une journée qui se passe bien d'événements sportifs, c'est cool, mais franchement, c'est moins drôle qu'une journée où t'as pas mal de galères et il faut réagir. Et donc, je pense que comme j'aime bien cette adrénaline-là, c'est aussi, il y a des moments où j'y retourne parce que c'est sympa. Mais donc, voilà, réponse hyper longue et pas très claire, j'en suis désolée, mais je pense qu'en fait, oui, on a passé ce stade-là, parce que tu vois, on a passé les 30, on était 80, on s'est structuré. Après, de temps en temps, j'aimais bien remettre les mains dedans quand même. Du coup, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, c'est quoi les déclencheurs, les moteurs d'une envie de partir, quoi, tout simplement. De quitter le bébé que tu as monté il y a. Ça a duré combien de temps? C'est 6 ans que t'es. Moi, j'ai fait 5 ans, je crois, au total. 5 ans? Un peu plus de 5 ans, ouais. 5 ans. 5 ans à 3000%. Ouais. Les 4-5 premières années, t'empiles beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Ouais. À partir de 4-5 ans, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Des fois, le ratio peut devenir différent, quoi. Ouais, il y a des challenges. Moi, c'est pas ça qui m'a fait partir. En fait, je pense que on avait. Je te le disais tout à l'heure, moi, je suis un profil plutôt managérial que geek expert, si je scinde le monde de la tech en 2 cases qui sont beaucoup trop larges pour convenir à tout le monde, mais tu vois l'idée. Et tu vois, en 2018, ça m'avait vachement fait marrer de se dire sur quoi on part, c'est quoi notre techno, comment on devient fort là-dessus. Et c'est quelque chose qu'il fallait refaire en 2022-2023. Pourquoi fallait le refaire? Notamment parce que maintenant évolué, tout le monde fait du cube globalement. Quand je dis tout le monde, non, il y a toujours des détracteurs de cube. Je veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas c'est un sujet qui est connu où il y a plus besoin d'une expertise extrêmement pointue de manière très large. Tu veux dire que pour être différenciant, fallait refaire le travail de vision, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, chez Paddock, c'était forcément une vision très technologique, en fait. Parce que nous, on vend du service à nos clients, mais in fine, on vend une vision de où va le marché du cloud, sur quoi tu dois te positionner, multi-cloud, pas multi-cloud, cloud de chez Lidl ou pas. Enfin, c'est des questions à se poser. Donc, tu as à la fois des questions de marché, mais à la fois des questions techniques. Et en fait, moi, je me rendais bien compte que c'était pas l'exercice qui me motivait et que j'étais arrivée à un stade où tout n'est pas parfait chez Paddock et loin de là. Mais je pense que j'avais mis en place pas mal de systèmes, que maintenant ça tournait et que, entre guillemets, en termes d'organisation, on pourra reparler mais j'avais mis en place un framework de qualité, des frameworks de delivery, on était quand même très bons. Ça servait à rien de faire l'extra mail à ce moment-là, en tout cas. Il fallait faire l'extra mail sur la vision technologique qui n'était pas moi quelque chose qui m'animait et où j'étais... Et j'étais pas nourrie de conviction. Donc en fait, à un moment, tu te dis... mais du coup, c'est une étape avant d'aller plus loin, quoi. T'avais pas envie de la franchir, celle-là? Non, je pense que je m'étais dit... T'étais rôti ou pas? Enfin, t'étais cramé quelque part ou... J'étais pas cramée, j'ai eu
eu un moment de bonne fatigue. Et tu vois, je pense que quand tu prends 6 mois de break enfin, tout le monde n'a pas besoin de 6 mois de break entre deux jobs. J'étais fatiguée, franchement, je dirais pas que j'étais cramée, tu vois. J'ai pas eu de problème aussi à me reprojeter dans une autre aventure. Je pense que quand t'es cramé, en fait, t'as juste besoin de partir et de prendre un billet et de te dire je reviendrai peut-être jamais. Moi, j'étais quand même assez séquencée, tu vois, je savais en partant en février que je reprenais notamment en septembre. Donc, fatiguée, c'est sûr. Pas l'envie du nouveau défi qui arrive juste devant. Et tu vois, on a recruté Donc moi, j'ai mis... toute cette réflexion-là, elle a mis plus d'1 an. Enfin, c'est aussi ça prend du temps parce que t'en arrives, en fait, tu viens un matin, tu te dis bon, je suis pas sur mes forces et je suis pas en train de m'éclater, mais je les ai tous recrutés un par un. C'est ma boîte, t'as un attachement qui est presque un peu viscéral quand même à ton entreprise. Et puis après, il te faut du temps pour te dire oui, mais ça suffit plus en fait. Tu restes pas pour les gens parce qu'en plus, in fine, je pense que tu dégrades la qualité de ton travail sur les autres sujets. Donc petit à petit, tu te dis, bon, ok, en fait, moi, il faudrait que je parte. Quand tu commences à te dire ça, tu commences aussi à réfléchir sur, ok, mais du coup, je me projetterais sur quoi ? Je suis passée par toutes les phases. La phase, je vais acheter une ferme en Lozère et je vais élever des chèvres alors que je suis pas du tout animaux, tu vois. Enfin, donc, je suis vraiment passée par plein d'étapes. Je pense que c'était bien d'avoir aussi ce temps et tu vois, d'avoir 1 an où tu peux pas prendre de décision parce qu'en fait, tu sais que tu vas pas partir du jour au lendemain. Donc, ça te permet d'avoir plein d'idées farfelues et puis après de dire oui, quand même, c'est un petit peu farfelu. En fait, ça va pas me convenir. Mais du coup, il y a un moment où tu te dis je suis plus à ma place, je m'amuse pas sur les nouveaux défis et en fait, j'ai envie d'autre chose. Et moi, tu vois, je me suis beaucoup posé la question de, en fait, dans 10-15 ans, tu veux en être où ? Ce qui est des fois un peu perturbant, et en vrai, j'ai plein d'options. Mais de se dire, ok, du coup, pour aller vers cette étape-là, qu'est-ce que tu dois apprendre ? Et moi, tu t'es projeté à 15 ans, quoi. Ouais, mais sans le signer. Enfin, tu vois, on s'en fout. En fait, dans 15 ans, je serai sûrement ça sera pas du tout là. Ouais, si on se l'écrivait là maintenant... on pourrait l'écrire, mais je ne signerai pas que je suis 100% sûre. Ça serait marrant dans 10 ans dire ok, en fait, rien à voir, quoi. Exactement, et c'est fortement possible. Mais l'idée, en fait, je trouve que ça te projeter plus loin, ça te permet de te mettre en mouvement sur la prochaine étape en étant un peu réfléchi et sans faire n'importe quoi. Et typiquement, moi, je me disais 2 choses. C'est quand même un peu une prise de conscience écologique. Et donc, de se dire, là, moi, mes prochains jobs et dans 10 ans, je veux avoir un impact positif sur la société et je veux permettre qu'on ait moins d'impact sur notre environnement. Et je sais pas avec quoi c'est, comment, etc. Mais donc, il y a ce sujet, tu vois, qui commençait à me titiller. Et puis... moi, j'ai toujours eu... vraiment, c'est non contractuel ce que je vais raconter, mais je me suis toujours dit, j'aimerais bien un jour reprendre une entreprise, mais qui est vraiment ancrée dans un territoire, qui fait du concret. Donc, tu vois, on parlait de menuiserie, mais une menuiserie, par exemple, une usine, je sais pas, en Bretagne, il y a plein de biscuiteries, je viens de Bretagne, enfin, ce genre de sujet-là. Et je me dis, mais en fait... aujourd'hui, tu sais monter une boîte, tu sais pas arriver dans une boîte et prendre une position de leadership dans une équipe qui existe déjà. Et tu vois, ça m'a drivé sur, ok, ma prochaine étape, elle doit me permettre de faire ça, d'arriver dans un business, de devoir comprendre rapidement le business, d'être pertinente, d'arriver dans une équipe, d'apporter du changement sans pour autant, tu vois, provoquer 50% de départ parce que tu y allais trop vite, trop fort. En même temps, t'arrives dans une équipe où il y a déjà du monde, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des attentes par rapport à ton arrivée. Donc voilà, comment tu trouves le rythme de croisière. Et donc assez naturellement, je me suis dit en fait, j'ai envie de rester dans la tech. Enfin, aujourd'hui, mon expertise, c'est d'être une manager technique. Je pense une bonne manager technique qui peut toujours progresser, mais voilà, avec ses défauts, mais aussi ses forces. Dans une entreprise qui a un impact positif sur... Je sens qu'on va arriver à faire l'email. On va finir par y arriver sur l'environnement. Et voilà, je vais m'arrêter à ce « et » parce que je ne sais plus ce qui suivait. Du coup, faire l'email, si t'en parles, ça en est où, quelle taille, qu'est-ce que vous faites? Ouais, faire l'email. Le nom donne quelques indices. Donne quelques indices, yes. Donc faire l'email, on est 70 aujourd'hui, on est
25-30 tech, produits, data. Donc moi j'ai les équipes dev, DevOps et data. Et aujourd'hui, on est un SaaS qui te permet de faire de la traçabilité et de l'analyse de cycle de vie si tu es une entreprise du monde du textile et du cuir. Donc tu vas avoir une marque de mode et en fait, tu vas nous envoyer toutes tes données de collection, donc tes 600 produits, t-shirts, etc. Et ton premier fournisseur. Donc, par exemple, tu connais le fournisseur qui va faire l'assemblage de ton t-shirt. Tu vas nous donner ses contacts, son adresse. Et en fait, nous, grâce à un SaaS et notre équipe d'impact, on va remonter toute cette chaîne de suppliers. L'idée étant d'arriver au champ de coton. Donc, c'est quand même un sacré enjeu de réussir à tracer toute une filière et puis récupérer des informations au passage sur ton vêtement. Donc, tu vois le mix énergétique de l'usine où a été fait la teinture, quels sont les produits utilisés dans la teinture, etc., quels sont les procédés. Donc ça, c'est notre premier métier. On remonte vraiment toute cette chaîne-là. Et puis, deuxième métier, une fois qu'on a toutes ces infos-là, on passe ça dans la moulinette de plusieurs moteurs de calcul, et notamment un moteur d'analyse de cycle de vie. Et donc, ça va nous donner notamment, par exemple, 14 notes sur score d'analyse environnementale. Donc, forcément, tu as l'équivalent CO2, mais tu vas avoir aussi pollution des eaux, l'impact sur les sols. Enfin, voilà, vraiment plein de critères que je maîtrise pas tous, parce que je découvre du coup un nouveau métier, et enfin c'est aussi quelque chose que j'allais chercher. Et puis après, donc ces infos-là, on les restitue à la fois aux marques et à la fois aux fournisseurs. Alors pas aux fournisseurs, on leur permet eux de comprendre leur chaîne à eux, mais pas forcément l'aval, l'amont derrière, dans l'aval derrière. Et par contre, on les restitue aussi aux consommateurs. En fait, on permet aux marques de donner cette info-là aux consommateurs, et on est notamment porté par des lois comme la loi AGEC, en fait, qui oblige certaines marques qui font plus de X millions de chiffre d'affaires d'afficher au moins 3 étapes de traçabilité sur leurs vêtements, sur leur site, sur leur étiquette. Voilà, donc globalement, notre job, c'est d'aller chercher beaucoup de data côté fournisseur, de la transformer et de restituer cette data aux marques et aux consommateurs. Donc les clients, ils le font parce que contrainte réglementaire, ou il y a un label derrière Alors, il n'y a pas de label. Aujourd'hui, on a 2 types de clients. Il y en a qui sont forcés par la réglementation, et puis tu as aussi... et ceux qui ont envie. Ceux qui ont envie. Et tu vois, donc Laure et Camille, les 2 fondatrices, ont lancé cette boîte il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans, il n'y avait pas la réglementation. Il y avait sûrement des prémices, mais en tout cas, elle était pas là, et il y avait déjà des clients. Il y avait déjà de l'attraction. Donc l'idée, c'était de te dire, il y a aussi des marques qui ont envie de faire mieux et de faire bien. Donc c'est déjà leur permettre... elles de comprendre toute leur chaîne et leurs impacts. Et puis bien sûr, il y a des marques qui viennent plus parce qu'elles sont obligées, mais je pense que c'est aussi si on veut faire quelque chose sur le sujet de l'écologie, la bonne volonté suffira pas. Donc je suis assez partisane de lois de ce type. Et alors du coup, c'est assez récent, donc on peut pas faire le bilan des chantiers, mais on peut pas faire le bilan encore. On peut se projeter à 1, 2, 3 ans les chantiers, les challenges que tu vas avoir ou que tu vas tâcher de mener. Ça va être quoi? Ouais, il y a des chantiers déjà, on va dire très... En fait, pour moi, il y a des chantiers entre guillemets internes. J'ai une vision de ce que c'est une équipe tech, produit data qui délivre bien, qui délivre de la qualité, qu'on soit chez Fairly ou qu'on soit ailleurs. Donc il y a déjà tous ces chantiers-là de comment tu es plus efficace en delivery, comment tu inculques une culture de l'apprentissage. Tu vois, aujourd'hui, je pense que moi, ce que je disais aux équipes, c'est que franchement, il y a un super asset. Fairly Made est exactement là où Fairly Made doit être au vu de son âge, des enjeux business. Ils ont vraiment accompagné le business. Ceci étant dit, aujourd'hui, on doit professionnaliser nos process, et notamment faire vraiment l'effort de se dire ok, ça marche pas, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on apprend de ce bug, qu'est-ce qu'on apprend de ce delivery raté. Donc moi, c'est vraiment ce mindset-là que je veux mettre en place pour qu'on puisse délivrer plus vite et de manière plus sereine, parce qu'on connaît tous la course au deadline dans les scale-up. Et puis comment on devient meilleur en qualité. Tu vois, aujourd'hui, on a un service on a un taux de dispo qui est extrêmement correct.
les bugs critiques, ils sont gérés. Ceci étant dit, comment, qualité, lean, zéro bug, on revient à Marek. J'imagine que tu étais aligné avec les fondatrices, c'est ça ? Oui. Les fondatrices sur la vision. Enfin, je pense que la qualité, c'est un truc qui me parle. Qui m'anime, qui m'anime, on est d'accord. C'est forcément quelque chose avec lequel tu es aligné avec les fondatrices dès les process d'embauche, quoi. Dès le début. Et moi, c'est vrai que une des raisons qui fait que j'ai rejoint Fairly Made, c'est que donc Laure et Camille sont pas du tout du monde de la tech. Par contre, sont hyper curieuses. Tu vois, je te parlais de réseau, mais en fait, vont prendre du coaching, des conseils de partout et ont envie de comprendre. Et donc aujourd'hui, j'ai pas de discussion lunaire sur dans 2 mois, il faut qu'il y ait 0 bug sur la plateforme. Non, en fait, elles ont compris aussi comment fonctionne une équipe, ce qui nous a mis qu'est-ce qui nous a amené à être à l'état où on est aujourd'hui, quels efforts on doit faire et aussi les timelines sur lesquels ça doit se faire. Moi, c'était assez important que je rejoigne une boîte où on ne se dise pas, ok, dans 2 mois, tout va rouler parce que on a apporté quelqu'un qui a de l'expérience. Non, il y a du change, il y a du travail. Donc ça, c'était un gros coup de cœur pour les entretiens sur ce mindset-là, cette envie de comprendre et d'être réaliste, en fait. C'est d'être ancré dans le terrain, ça, c'est assez important. Mais donc, tu vois, il y a ces enjeux-là qui sont... in fine pas tellement lié à faire l'email en fait. Enfin, je pourrais être ailleurs, ce seraient les mêmes enjeux. Et puis pour moi, on a deux enjeux que je trouve hyper excitants et c'est aussi pour ça que je les ai rejoints. Mais donc il y a un sujet d'ouverture à l'international. Aujourd'hui, on n'a pas des clients que en France, on a des clients en Italie, au UK et au Nordics. L'objectif, c'est d'ouvrir les US également. Donc ça, c'est assez intéressant de dire, toi, en tant qu'équipe technique, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça change pas aussi, parce que l'idée, c'est pas de se dire, on ouvre les US, montons une équipe aux US. Et donc ça, je trouve que c'est des bonnes questions et des super échanges, tu vois, aussi par rapport à, je sais pas, par exemple, Alan qui vient d'annoncer qu'ils ouvraient le Canada, eux, ils sont obligés d'avoir une équipe engineering au Canada, et donc ça te permet d'avoir des retours d'expérience, de comparer, donc ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Et puis la deuxième chose, je te disais, on est une boîte data to data, en fait, comment on devient le nec plus ultra de récupérer de la donnée d'extrêmement bonne qualité, parce que tu vois, on a des fournisseurs, on a, je crois, plus de 16 000 fournisseurs identifiés, ils remplissent des choses, des fois à la mano, des fois ils se trompent, voilà, donc vraiment comment tu travailles sur cette qualité-là de manière automatisée et comment tu redonnes le plus de pouvoir possible aux marques pour que on passe d'un mindset de je mesure à un mindset de j'agis, et donc comment tu rends cette donnée, comment tu permets de faire des simulations pour te dire ok, si je changeais ça, en fait ça change ça et ça dans mon impact. Et donc il y a tout un enjeu produit et tech derrière qui est hyper intéressant, parce que par exemple un des enjeux tech quand tu veux commencer à faire de la simulation, c'est que nous historiquement le calcul d'ACV, en fait, il se fait une fois et après tu donnes les résultats à la marque via ta plateforme, mais le calcul, tu l'as fait une fois. Quand tu veux faire de la simulation, faut que tu puisses faire un calcul en direct, autant de fois que la marque le veut. Donc, c'est aussi plein de sujets de perfs d'architecture qui sont hyper intéressants. Donc, je pense que j'arrive vraiment au bon moment de ce point de vue-là. Ok. Bon, je crois qu'on voit pas mal les challenges et la motivation qui t'anime par rapport à ça. Moi, je vais avoir quelques petites questions de fin de podcast. Allons-y. Est-ce que tu as un proverbe, une citation, une expression, ou plusieurs qui t'animent ? Ouais, j'en ai plusieurs. Alors là, j'en ai qu'une qui me revient en tête. Je pense que je vais en donner une qui est très liée au boulot et une qui est aussi très liée, plus personnelle. Il y a Thierry Marx a écrit un livre, je ne me souviens plus du nom, mais je vous laisserai chercher. Il n'en a pas écrit 15 000 et puis il écrit très bien, donc je pense que s'il y en a 2-3, ça vaut le coup de les lire, mais il en a écrit un où il parle beaucoup de management. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui va être parallèle entre d'autres domaines et
domaine par exemple de la menuiserie, tu vois, quand j'ai fait mon van, je fais une petite aparté, désolée, mais quand j'ai construit mon van, il y avait 2 meubles principaux, j'en ai parlé, il y en a un, je l'ai fait toute seule. Globalement, vite fait un dessin et puis après j'ai commencé à découper, visser les trucs, etc. Aujourd'hui, mon meuble il est pas d'équerre. Si je dois changer une porte, c'est l'enfer. Si je dois l'enlever, je suis obligée de le détruire. Et mon grand-père m'a aidé à faire le meuble de cuisine. Mon grand-père a un ancien menuisier. Le meuble il est nickel chrome. Si un jour je veux changer la porte pour qu'elle soit pas à gauche, à droite, c'est facile. Si je veux enlever le meuble, ce qui peut être le cas pour le contrôle technique, j'ai 2 vis à enlever et le meuble il s'enlève tout seul et je peux le remettre comme ça. Et je trouve que c'est vraiment le parallèle avec tu prends pas le temps de faire de la conception. T'as un truc, alors ça a l'air beau, hein. Franchement tu le regardes, mon meuble il est magnifique, mais vraiment le jour où il y a un truc qui casse, quand il faut ouvrir le capot, il y a de la surprise, quoi. Exactement, alors que l'autre il est aussi magnifique, mais le jour où je dois le modifier ou l'enlever ou etc, ça se fera sans problème. Donc j'aime beaucoup chercher des parallèles entre d'autres métiers et le nôtre, et notamment je pense que la cuisine a pas mal de choses à nous apprendre. Et Thierry Marx, il dit un truc qui me parle, il dit dur avec les faits et bienveillant avec les gens. Et tu vois, je te parlais d'inculquer une culture de l'apprentissage dans des équipes qui n'ont pas forcément... Nous, chez Théodo, on est biberonnés à ça, tu vois, au post-mortem, et à se dire, on regarde ce qu'on a mal fait, comment on apprend. C'est toujours dur d'arriver et de dire, il y a eu un bug, t'as introduit un bug en production, viens, on va regarder ce que t'as mal fait. Et en fait, moi, quand je dis ça, j'ai aucun jugement de valeur sur la personne. Je pars du principe que les gens font de leur mieux, sont compétents et qu'on est dans un domaine où de toute façon on ne connaîtra jamais tout. Donc en fait on fera toujours des erreurs. Par contre, comment on apprend de ces erreurs-là? Mais d'être dur avec les faits, on les regarde en face et on ne se voile pas la face. Et par contre, bienveillant avec les gens parce que globalement les gens sont quand même très volontaires et compétents. Donc celle-là, elle me parle beaucoup, elle me parle beaucoup professionnellement et ça c'est peut-être un peu plus développement personnel, mais j'avais une coach quand j'étais chez Paddock qui s'appelle Kirsten, qui était une ancienne DG d'Alfa Romeo, vraiment une femme incroyable. Kirsten comment? Kirsten Roineau de Visconti Partners, comme ça je fais un peu de pub voilà, au passage, exactement. mais et notamment, tu vois, quand j'étais dans toute cette réflexion de départ, elle me dit, il faut pas être triste de ce que l'on perd, il faut être content de ce que l'on a eu. Et je pense que voir les choses comme ça, c'est toujours, ça te permet de te dire, oui, en fait, je peux me dire, je sais pas, je travaillerai plus avec ces gens-là, etc. Dans les prochaines années, je suis triste. Si tu le retournes en disant, en fait, j'ai eu la chance, les 5 dernières années, de travailler avec ces personnes-là, tu te mets dans un mood beaucoup plus positif, et je trouve ça assez... Je pense que ça s'applique à beaucoup d'autres choses que juste le travail, mais voilà, je mets bien cette citation. Ok, donc c'est une situation positive, effectivement. Exactement. Est-ce que tu as des surnoms ou un? Non, j'ai pas de surnom. Je pense qu'il y a eu une tentative à un moment d'instaurer un Roro quand j'étais au collège et j'ai dit non, ça c'est pas possible. C'est une mort. Donc non, pas de surnom. Ok. Est-ce que tu donneras un titre à cet épisode? C'est une bonne question. Est-ce que je donne... J'ai envie de te retourner la question. Non, j'ai pas si j'ai eu un exemple de titre. Je pense que c'est quand même toujours important de parler de femmes dans la tech et d'apprivoiser. Je sais pas si apprivoiser son syndrome de l'imposteur, c'est un bon titre, mais je pense que c'est important qu'on ait et on l'a de plus en plus de modèles de femmes dans la tech. Et je vois par exemple Tech Rocks, qui est un des réseaux organisés dont je fais partie. Je sais pas si on est à la parité, mais franchement je pense que c'est pas loin et c'est top. Mais toujours important de parler de ces sujets-là. Je pense que pendant un moment, tu vois, je me suis dit, bon, c'est bon, les femmes dans la tech, on n'arrête pas d'en parler, ça suffit. En fait, non. Je pense qu'il y a toujours un sujet. Et tu vois, là, chez Fairly il y a des femmes devs dans l'équipe, mais il y en a toujours 2 sur 20, donc 3 avec moi. Et c'est dommage. Et je pense on gagnerait à effectivement aider les femmes à enlever leurs propres barrières, parce que je pense que de temps en temps, c'est un peu ça le sujet. Du coup, apprivoiser son syndrome de l'imposteur, ça te va ou tu veux le féminiser Partons là-dessus. Ouais, ça te va. Ouais, ça me va très bien. Est-ce qu'il y a tu vois, moi j'aurais
j'aurais dit un truc autour de grand équipement. Enfin, tu m'as parlé de menuiserie, tu m'as parlé de construction de vannes, d'aller surfer. on peut faire ça. Hein, tu vois, j'ai l'impression que tu as des passions et une capacité à faire des grands écarts entre des différentes expériences. Et voilà. Moi, l'échange me faisait penser à ça, quoi. Ah, mais ça me va aussi. Si tu parles de syndrome de l'imposteur dans la description, on pourrait appeler... C'est marrant, pendant longtemps, je me suis dit que j'allais écrire... D'ailleurs, je le ferai peut-être un jour, mais un livre qui s'appelle Le Parallèle, et où j'interviewe des gens qui font un métier qui n'a rien à voir avec le nôtre, et quel parallèle on peut faire avec le nôtre, parce que je trouve que dans la tech, on partage beaucoup intertech, par contre, on s'inspire peu de ce qui se fait à l'extérieur. Est-ce que ça serait pas un bon titre, ça, parallèle au pluriel, quoi? Ça me va. Ça te va ? En plus, ça sera ma première brique marketing pour ce livre. Très bien. Mais tu vois, je fais juste un parallèle là-dessus, mais c'est vrai que... Dire-moi encore un. Typiquement, je me dis, nous, on gère, tu vois, des prods, on gère des incidents, on gère des urgences. Est-ce que quelqu'un s'est déjà dit, je vais aller voir une caserne de pompiers qui, je pense, gère les plus grosses urgences de notre vie, ou le service des urgences de la PHP, et de savoir comment eux, en fait, ils répondent, ils réagissent, ils sont toujours sur le pont, et je pense qu'on gagnerait le monde de la tech à s'ouvrir plus largement. Puis c'est hyper enrichissant de découvrir des parcours de vie. J'avais commencé à faire des interviews pour ce fameux livre, j'avais passé une journée en boulangerie, c'était hyper intéressant de voir comment en fait j'ai passé 3 heures à dorer des chaussons aux pommes au chalumeau, et j'avais toujours pas le bon geste, et en fait tant que c'était pas parfait, j'avais pas passé à autre chose. Mais c'est hyper technique, on n'aurait pas comme ça, mais que le sucre soit bien doré mais pas trop, et ça, c'est des choses qu'on n'envisage pas dans nos métiers, tu vois. Est-ce qu'en fait tu dois pas répéter ton geste, et tant que tu l'as pas hyper bien fait, tu passes pas à autre chose. Et je sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas je trouve que ça fait du bien de s'ouvrir. Et pareil, j'avais discuté avec un militaire sur le management, le leadership, et t'apprends des histoires de vie qui, au-delà des parallèles que tu peux faire avec ton métier, sont impressionnantes, enrichissantes. Donc ça me va, parallèle au pluriel. Ça te va bien, ok. Allez, faisons ça. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose ? Allez, je vais enfoncer le côté non geek jusqu'au bout, mais tu m'as pas demandé ce que je faisais le week-end. Alors j'ai compris que tu allais surfer des fois, mais... Des fois je vais surfer, des fois je vais... je sens qu'il va y avoir une réponse, une passion encore étonnante. Un parallèle. Un autre parallèle. Non, mais je pense que j'enfonce un peu le couteau, mais je trouve ça important. Moi, je tricote beaucoup. Plein de parallèles aussi avec la couture, le tricot, plein de parallèles à faire avec le dev. Mais au-delà de ça, c'est de se dire, en fait, je pense qu'on peut être une bonne tech, et avoir d'autres passions que le code ou les jeux vidéo le week-end. Donc je le redis pour que ça se diffuse. Ok, donc du tricot, qu'est-ce que tu fais ? L'été, je fais des débardeurs en coton, et puis l'hiver, je fais des gros pulls en laine. Donc là, je suis plutôt sur un gros pull en laine en ce moment. Ok. Et c'est une chouette passion. Merci beaucoup. Et merci d'avoir partagé ces différentes passions, puis les étapes de ta carrière et celles à venir avec les beaux chantiers, quoi. Écoute, avec plaisir, j'ai passé un super moment. J'espère que ça se ressentira. Ça s'entendra, ouais. Super. Et puis que les auditeurs auront pu piocher un petit truc intéressant. En tout cas, pas hésiter à rebondir, me contacter, être d'accord, pas d'accord. C'est toujours intéressant. J'espère que tu auras des bonnes ondes. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.